Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer une passerelle par défaut pour nos labos à partir de pfSense. Donc dans un premier temps, rendez-vous sur pfSense.org, cliquez sur le lien téléchargement et vous arriverez sur cette page. Alors précision, pfSense a une version professionnelle soutenue par NetGates et une version open source qui est la Community Edition. Donc pour cela, nous allons télécharger la version 2.8.0 en cliquant sur le bouton Download. Et nous arrivons sur la boutique en ligne de NetGate qui propose d'acheter pour 0$ l'image ISO AMD64 pour machine virtuelle. Donc nous sélectionnons notre machine, nous l'ajoutons à notre caddie, et en entrant dans le caddie, nous allons devoir créer un compte gratuit en renseignant une adresse email. Ensuite, nous pourrons nous identifier sur cette page et télécharger le lien via NetGate. Pour cela, donc, cliquez sur Checkout pour passer à la phase d'enregistrement. Sur cette page, créez un compte. Une fois identifié, vous aurez cette page qui vous permettra de télécharger l'image. Pour ma part, c'est déjà fait. J'ai décompressé l'archive et on peut voir donc l'image ISO en question. Mémorisez le chemin où vous avez enregistré cette image ISO, elle nous sera nécessaire pour créer la machine virtuelle dans VirtualBox. Donc dans VirtualBox, sur la page d'accueil, cliquez sur Nouvelle pour créer une nouvelle machine. Nommez-la comme vous le souhaitez, ici pfSense. Sélectionnez l'image ISO en renseignant le chemin. Sur le choix type, prenez le nom BSD. pfSense est basé sur FreeBSD64. Cela vous ajoutera une petite icône rouge qui vous permettra, comme pour la machine VM Windows 11, de la repérer plus facilement. Et le choix vous amène quelques petits réglages supplémentaires. Mais dans notre cas, ça n'a aucune incidence ici. Avant de cliquer sur Finish, vérifiez et n'utilisez pas le système d'installation automatisé. Mais l'installation pfSense va passer outre cette procédure. Donc une fois ceci fait, notre machine est créée. Rendez-vous dans Détails. Dans Détails, cliquez sur Général. Vérifiez les onglets. Allez dans Processeur et ajoutez 2 processeurs. C'est la seule modification qu'il faut impérativement mettre en place. L'affichage, le son ne sont pas forcément utiles, donc on peut désactiver le son. Et nous allons nous concentrer sur l'assignation des cartes réseau. Pour l'adapteur 1, par défaut, il a été placé en connexion NAT. Vous pouvez voir qu'il y a des réglages avancés. Nous ne touchons pas à ces paramètres. Cela nous permettra d'avoir la connexion pour pfSense via VirtualBox sans nous occuper de l'adressage. Cliquez sur adapteur 2 et ajoutez une interface réseau. Sélectionnez réseau privé hôte afin de positionner cette VM dans le réseau VirtualBox, tout comme votre poste Windows, qui est par défaut à l'installation. Cliquez sur OK et vous pouvez démarrer la machine virtuelle. L'image de boot nous indique qu'il y a un copyright. Vous validez par entrée et vous sélectionnez Install pour installer pfSense. Ici, vous pouvez remarquer qu'on nous propose de sélectionner une carte nommée WAN et le numéro que vous pouvez voir, l'adresse MAC de cette carte,
et à vérifier dans VirtualBox en allant sur la machine pfSense, réseau, et en sélectionnant adapteur 1, vous pouvez voir dans Avancé qu'il y a bien la même adresse MAC. L'adapteur 2, lui, a aussi une adresse MAC pour le réseau privé haute. Une fois ces vérifications faites, eh bien, vous pouvez sélectionner EM0 comme étant la carte qui vous donnera l'accès au réseau externe. Par défaut, les paramètres proposés sont attributions par DHCP, donc on les laisse présents. Il n'y a pas la possibilité de mettre en place des VLAN et ce n'est pas nécessaire pour le moment. Et nous n'allons pas utiliser la résolution locale, donc les paramètres proposés sont bons. Vous pouvez cliquer sur OK. Dans l'étape suivante, nous devons choisir l'adresse LAN. Nous pouvons le faire ici en sélectionnant ce menu et en répondant à des questions, mais nous allons laisser cela de côté pour le moment puisque nous y répondrons après installation. Donc cliquez sur OK. Il demande une confirmation. Vous pouvez naviguer avec la touche tabulation, valider sur continuer et à la question, eh bien, nous allons installer la version communautaire. Valider par OK. Vérifier que c'est bien le disque de la machine virtuelle qui est sélectionné. Valider par OK à la confirmation. Ici, nous allons choisir la version 2.8.1. Nous avons téléchargé la 2.8.0. Donc il y aura une phase de mise à jour pendant l'installation. L'installation est assez longue, donc je vais couper et accélérer le temps pour cette vidéo. Vous pouvez remarquer ici que vous avez un check qui a été fait comme quoi l'intégrité est correcte et qu'il n'y a pas de conflit. Si vous cliquez sur Reboot directement, eh bien la machine va redémarrer et étant donné que vous avez toujours l'image ISO dans le lecteur, vous allez repartir sur un cycle complet d'installation. Je vous conseille d'éteindre la machine virtuelle en utilisant la petite croix, puisque le CD étant utilisé, si vous tentez de l'éjecter, vous aurez une information vous indiquant que le CD est en cours d'utilisation. Si vous avez cliquez sur Reboot et que vous vous retrouvez de nouveau sur cet écran, eh bien, procédez de la façon suivante. Au lieu de valider Accept ou Cancel, vous avez tout simplement la possibilité d'éteindre la machine virtuelle, de vous rendre dans VirtualBox, d'éjecter le disque virtuel et vous redémarrez la VM pfSense. Une fois la VM redémarrée, remarquez le menu 1 assigné interface qui va nous être utile pour déclarer la carte M1 comme étant la carte LAN et le menu 2, set interface IP adresse où nous attribuerons une adresse IP à notre carte. Donc ici choix 1. Donc il y a une récap qui s'affiche nous montrant de nouveau le nom physique des cartes EM0 et EM1 ainsi que leur adresse MAC et on constate que la EM0 est en up. La question est demandée si on veut activer les VLAN, nous allons répondre non.
On renseigne EM0. Alors attention, nous sommes en QWERTY, donc la touche M ne sera pas forcément au même endroit. C'est normalement le point d'interrogation sur un clavier AZERTY. Une fois renseigné, vous validez. Et il nous est demandé de renseigner la carte LAN ou alors de laisser l'autodétection. Donc nous allons renseigner EM1. Donc E, point d'interrogation, M0, E1. On a une récap WAN EM0, LAN EM1, on lui valide par Yes pour qu'il applique. Nous revenons sur l'écran et cette fois-ci on peut constater que la carte WAN est renseignée à EM0 comme c'était le cas avant avec l'adresse 10.02.15/24 et l'adresse LAN, elle, est bien reconnue en EM1, cependant il n'y a pas d'adresse renseignée. Donc nous allons assigner l'adresse IP avec le choix 2, puis le choix 2. Nous n'activons pas le DHCP sur ce réseau, nous le gérerons plus tard. Donc nous répondons non. On renseigne l'adresse IP 192.168.101.254 en /24 et nous ne renseignons pas d'informations sur la question de passerelle. On répond non à l'activation du DHCP en IPv6. Nous ne mettons pas d'adresse non plus pour l'adresse de la carte en IPv6 et nous n'activons pas le DHCP sur le côté LAN. Donc nous avons la récap disabling IPv4 et IPv6 DHCP. Et là il faut vraiment répondre oui à l'inversion du web configurator. Cela va nous permettre d'accéder à l'interface pfSense via l'adresse IP que nous avons renseignée. À ce stade, on peut, avec le choix 7, effectuer un ping vers 8888 par exemple. Nous avons une réponse positive. Il ne reste plus qu'à ouvrir un navigateur et nous rendre sur l'adresse 192.168.101.254 pour afficher la page d'accueil de pfSense. Sous Firefox, je saisis l'adresse, j'ai une information rapport à la sécurité, vous pouvez consulter le En savoir plus, qui vous parlera donc des codes de la sécurité sous votre navigateur. Si vous cliquez sur Avancer, vous voyez que on nous indique que l'adresse IP suivante utilise un certificat invalide, simplement parce que le certificat est auto-signé et donc non reconnu par les autorités que Mozilla connaît. Si on consulte le certificat, on voit bien que c'est le certificat qui a été créé lors de l'installation. Donc on peut accepter le risque et poursuivre. L'utilisateur par défaut, admin. Donc dans username, on saisit admin et le mot de passe pfSense. Ce mot de passe sera changé par la suite dans les étapes de configuration. Premier accueil, nous avons un rappel nous expliquant que nous devons changer le mot de passe le plus vite possible, mais nous allons suivre l'installation automatisée avec le wizard. Donc on clique sur Next. Ici, nous pouvons changer le nom de la machine ou son domaine, mais pour le moment, vous pouvez laisser ces paramètres, ça n'a aucune incidence pour la suite. Il serait possible de renseigner spécifiquement des DNS primaires, mais nous allons laisser Override DNS coché, ce qui fait qu'on peut cliquer sur Next. Ce sont les DNS que reçoit la machine qui seront utilisés. Le serveur de temps NTP est au format universel, UTC, donc il y aura des heures affichées en heures universelles. On pourra les changer par la suite en passant en français. À la question, est-ce que l'on doit configurer l'interface WAN en DHCP? Eh bien, nous avons déjà répondu à cette question au préalable et nous pouvons laisser sur DHCP. Il n'y a pas de configuration supplémentaire à effectuer à ce niveau. En bas de page, on clique sur Next
On voit ici les informations concernant l'adressage IP de la carte LAN. On pourrait les modifier aussi, cependant nous sommes rentrés sur cette adresse via le navigateur. Donc nous ne modifions pas ça et on clique sur Next. Et ici nous allons pouvoir saisir un mot de passe. Donc pour la démonstration, je saisis un mot de passe faible, mais en production il faut saisir un mot de passe robuste, impérativement. Je clique sur Suivant, Next donc. Et ici, je vais donc indiquer à pfSense de recharger sa configuration. Ça va prendre quelques secondes. Étape suivante, je peux vérifier les mises à jour. Et donc, lorsque l'installation s'est faite, la version 2.8.1 a été mise en place. Donc, on voit bien la confirmation que nous sommes sur la version stable 2.8.1. La vérification est en train de se faire en ligne et voilà, on a la confirmation comme quoi nous sommes bien à jour. En cliquant sur l'icône pfSense, on revient sur le système d'accueil. Ici, nous allons passer dans le menu Général Setup et nous allons descendre pour changer la langue en sélectionnant French. Pour chaque modification, il faut sauvegarder, attendre que la sauvegarde soit prise en compte avec un message de confirmation qui s'affiche en haut de page. C'est la procédure pour toute l'interface pfSense. Une fois que la confirmation est affichée, on peut passer à une étape suivante. Ici, on pourrait renseigner donc des serveurs DNS, mais pour la configuration de base, nous ne mettrons pas d'informations ici. On laisse les paramètres de pfSense gérer ces choses-là. On peut personnaliser l'interface, donc je vais ajouter des petits widgets, des filtres pour les journaux et des paramètres de surveillance qui me seront utiles par la suite. Je clique sur Enregistrer. Et je remonte en haut de page, attendre la confirmation ou la demande d'application des paramètres. Les modifications ont été effectuées. Maintenant, je peux cliquer sur Affectation. Ici, je retrouve les informations de mes cartes ainsi que leur adresse MAC. Si je regarde affectation, en dessous d'affectation WAN, je vois que la carte est activée. Elle est bien en DHCP. Je peux désactiver le DHCP v6. Nous n'avons pas l'utilité pour ce labo. Et je clique sur Enregistrer. Je fais de même pour la carte LAN. Je vois qu'elle est activée, qu'elle est en IPv4 statique. Je retrouve son adresse IP. Et je clique sur Enregistrer pour m'assurer que ceci est bon. La configuration a été prise en compte. J'applique les modifications. Ça les a... ouais, je reclique, voilà. Maintenant, je vais aller dans Service, Serveur DHCP. Je clique sur l'onglet LAN. Je vérifie que c'est bien KEA DHCP qui est actif, sinon il y aura une procédure pour aller le mettre en place. J'active donc la coche LAN et ici je vais venir renseigner la plage d'adresses que je souhaite utiliser pour l'attribution dynamique. Donc 192, 168, 101, 10 jusqu'à 192, 168, 101, 20.
Dans la phase de serveur DNS, je renseigne l'adresse IP du pfSense et en tant que passerelle par défaut, je mets aussi l'adresse du pfSense. Les machines recevant le DHCP via cette interface contacteront pfSense pour résoudre les noms. Le résolveur DNS doit être désactivé. Dans notre cas, il faut le désactiver, donc décocher, cliquer sur enregistrer pour appliquer les modifications, puis retourner dans service et aller sur DNS Forwarder. Activer le transitaire DNS, enregistrer, vérifiez bien que toutes les interfaces sont sélectionnées, cliquez sur enregistrer. Vérifiez bien que la coche remplacer le serveur DNS est bien active. Donc ici, on a bien des machines qui recevront une adresse IP, qui contacteront le serveur DNS qu'on leur donnera et qui passeront par la passerelle qu'on leur indiquera. Dans VirtualBox, eh bien, j'ai ma machine pfSense qui est fonctionnelle. J'ai une VM Windows. Je positionne l'interface réseau de cette VM dans le réseau privé hôte. Donc cette machine pourra communiquer avec pfSense et avec mon poste Windows. Je démarre la machine Windows. Mon pfSense donc reçoit du NAT. Windows R ncpa.cpl. Dans le panneau de configuration de la carte réseau Ethernet, si je regarde les propriétés de cette carte, eh bien, je vais pouvoir désactiver IPv6, consulter les paramètres d'IPv4 en faisant propriété. Je vois que je suis en adressage IP automatique et que j'obtiendrai des serveurs DNS automatiquement. Donc je valide. À partir de là, ipconfig/all me montre les paramètres reçus par ma machine. Donc on a bien les adresses IP, DNS, DHCP et passerelle par défaut qui sont le pfSense. Si je fais un ping vers une adresse IP extérieure, eh bien j'ai une réponse. Si je fais un ping vers un nom de domaine, eh bien j'ai une réponse aussi. Et donc notre trafic passe par notre machine pfSense. Notre client a bien reçu une adresse IP de la part de notre serveur DHCP. Notre client contacte sa passerelle et son serveur DNS. pfSense s'occupe de faire transiter les requêtes vers les serveurs DNS qu'il connaît et de donner l'accès via la carte NAT. Merci pour votre attention. À bientôt pour la suite.